Bonjour, vous écoutez Lifetile, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 novembre 2020 et c'est l'épisode 195. J'ai avec moi Cassim et David qui sont là. Bonsoir Cassim. Bonsoir. Tu es en forme Cassim? Je dirais pas ça, mais ça va aller. Ça va aller pour un Ça va aller parce que je crois que ce soir on va te solliciter très fortement quand même. Tu vas être soumis à rude épreuve. J'ai eu quelques longues journées de boulot il y a pas longtemps, probablement à cause du sujet dont on va parler aujourd'hui, mais ça ira. D'accord, bon après est-ce que c'est vraiment du travail? Tu t'es fait plaisir à jouer je crois. Ouais non c'était vraiment du travail quoi, mais oui. D'accord, enfin on va revenir là-dessus. Et on a aussi également David qui est là. Salut David. Salut les copains. Bon, toi, tu devais inviter tes enfants pour poser des questions à Cassim sur comment on joue avec cette machine, mais finalement, tu les as envoyés au lit à la place. Ouais, parce que en fait, c'est surtout eux qui jouent là, mais bon, ça m'intéresse quand même. D'accord. Alors, vous l'avez compris, j'imagine, ce soir, on va surtout parler de consoles de nouvelle génération. On va parler des séries S et des séries X, car notre camarade Cassim a pu les tester. Alors, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte comment tu as pu avoir les machines et combien de temps tu les as eu à disposition, s'il te plaît? Alors, je les ai eus parce que, déjà pour rappel, je suis journaliste. Je les ai eus par le boulot, du coup, par voilà, Android. C'est important quand même. Non, mais t'as raison, c'est Microsoft, du coup, qui me les a prêtés, donc, par exemple, parce que c'est important de le mentionner. Donc j'ai eu la Xbox, les deux consoles, la Xbox Series S et la Xbox Series X. Dans les deux cas, c'est la version commerciale de la console, donc j'ai la boîte, tu vois. Le packaging comme si t'étais allé l'acheter pour ton boulot quoi. Exactement, avec le logiciel définitif, tout pareil que si on l'avait acheté le jour J, sauf que je l'ai eu quelques semaines en avance. Je l'ai eu les jours défilent, je crois que je l'ai eu il y a un peu plus d'une semaine, je dirais au moment où on enregistre, ça va faire une semaine et demie à peu près pour les deux. D'accord. Tout sauf les jeux quand même. Alors, c'est vrai que c'est important de le mentionner. Dans le cadre du test, Microsoft ils m'ont fourni certains jeux. Alors ils ont fourni à la rédaction de Frandroid parce que étant un minimum intègre, j'ai les jeux je les ai mis sur on a créé un compte pour la rédaction et ils sont sur le compte de la rédaction évidemment. D'accord. Je me suis pas servi en jeu gratuit. Donc t'as eu des jeux de next gen qui vont, enfin quoi, qu'il n'y a pas trop de jeux de next gen. Alors c'est un des soucis qu'on va aborder, mais ouais, il n'y a pas de jeu next gen. J'ai eu Yakuza Like a Dragon, j'ai eu Gears 5, Forza Horizon 4 et quelques autres jeux. Puis ils nous ont donné un accès au Game Pass aussi pour tester des jeux évidemment. Ah oui. Mais il n'y a pas de jeu, comme tu dis, il n'y a pas de jeu next gen vraiment. Il y a par exemple Gears 5 et Forza Horizon 4 qui sont sortis il y a plus d'un an maintenant. Oui. Je les ai eu en version next-gen, c'est-à-dire qu'il y a eu un patch et tout qui améliore les choses. D'accord. Mais on peut pas vraiment appeler ça des nouveaux jeux quand même, malgré tout quoi. Ouais, bah. Le souci, il y a quelques jeux nouvelle génération quand même, mais on n'a pas encore eu accès. Les développeurs sont encore en train de travailler. Avec le coronavirus, ça n'a pas été très simple, je pense. Et les tests arriveront, je pense, au moment de la sortie de la console. On pourra pas les avoir avant. Par exemple, je pense à Assassin's Creed, par exemple, Valhalla, qui sortira le 10 novembre. Oui. Ok. Est-ce que avec ça, tu avais, j'imagine, la nouvelle manette qui était fournie, vu que c'est la version boîte ordinaire? Exactement. Bah du coup, j'ai deux manettes. J'ai la manette blanche pour la Xbox Series S et la manette noire pour la Xbox Series X. Du coup, je peux en parler un peu. Oui, je peux dire que c'est vraiment la même. Ouais. Que la manette Xbox One, c'est vraiment la même forme. Ils disent qu'ils l'ont légèrement réduite pour je me rappelle plus des percentiles, mais en gros c'est pour dire que la manette est un peu plus normalement compatible avec des petites mains, en particulier pour les enfants, mais c'est à peine perceptible hein. Moi personnellement je vois pas du tout la différence. Par contre là où je sens la différence, c'est vraiment sur la qualité de fabrication de la manette. Ils ont rajouté pas mal d'éléments de finition, notamment du grip texturé au niveau de là où on prend en main la manette, au niveau des gâchettes et au niveau des boutons à l'arrière.
et au niveau des sticks analogiques, les 2 sticks. Donc ça rend donc ça glisse pas. Ça glisse pas, tu prends beaucoup mieux en main la manette. Et d'une manière générale, je trouve qu'elle semble être de meilleure qualité en termes de finition et de fabrication. Et quand tu reprends une manette Xbox One en main après avoir pris la nouvelle manette en main, t'as l'impression de revenir vraiment en arrière, t'as l'impression d'une manette de cheap presque quand tu l'as en main à cause de ça. En fait, le plastique glossy, les gâchettes de la précédente manette, etc. Du coup, font un peu vieux à côté, quoi. Mais il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de fonction par exemple technologique nouvelle. Si, il y a le bouton de partage. Alors, il y a le bouton partage et le port USB-C à l'arrière dans les 2 dernières nouveautés. Mais le bouton partage, c'est juste un raccourci vers la fonction partage dans la manette, mais dans la console, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, ils n'ont pas ajouté de gyroscope, ils n'ont pas ajouté un micro, ils n'ont pas ajouté des gâchettes adaptatives ou des trucs comme ça qu'on retrouve, ou de la vibration avancée comme on trouve par exemple sur la Switch ou sur la PlayStation 5. C'est vraiment une manette qui se veut, j'allais dire basique, c'est méchant, mais qui se veut faire vraiment aller à l'essentiel, quoi. Et je pense que c'est un vrai choix de Microsoft d'avoir en fait fait une manette qui se veut être une manette universelle. C'est-à-dire qu'elle est compatible avec les PC, elle est compatible avec Android, elle est compatible avec iOS. Donc du coup, je pense que ça explique pourquoi il n'y a pas des fonctions ultra high-tech, parce que de toute façon, par exemple, s'il y avait eu un gyroscope, il n'aurait pas été pris en charge dans Android, il n'aurait pas été pris en charge dans iOS. Donc c'est vraiment 2 philosophies différentes qui se défendent. Ça aussi, ça permet aussi d'utiliser sa vieille manette. Ça permet exactement d'utiliser sa vieille manette, t'as raison, les manettes de Xbox One sont parfaitement compatibles, et à l'inverse, la manette de la nouvelle manette est parfaitement compatible avec la Xbox One aussi. Et alors, tu as essayé, Cassim, d'utiliser donc la manette neuve sur ta Xbox One à toi. Est-ce que tu as besoin de désappairer la manette, ou est-ce qu'elle peut s'appairer sur les 2 machines ? Non, elle retient vraiment qu'un seul profil, peu importe l'appareil, elle retient qu'un seul profil. Pareil pour le Bluetooth, à chaque fois il faut réappairer quand tu veux changer d'appareil à appareil. Ça aurait été je trouve que comme sur l'ordi. Comme sur l'ordi. Ça c'est pénible. Ça aurait été un ajout, je trouve intéressant, parce qu'il y a des périphériques maintenant, en particulier sur le Bluetooth, qui sont capables de se souvenir. Je pense à des casques audio. Qui sont souris aussi, des souris, des claviers. Des souris et des claviers qui sont capables de se souvenir de au moins 2 ou 3 périphériques et de pouvoir passer de l'un à l'autre, sans réappairer. C'est vrai que je trouve que ça aurait été intéressant comme nouveauté dans leur philosophie de manette universelle. Ben oui, parce que comme ça, tu as tes 2 périphériques, enfin tes 2 machines que tu utilises le plus, que tu peux utiliser avec ta manette, avec une seule manette. Moi, j'aurais trouvé ça vachement bien. Style PC et console, quoi. Ouais, voilà, parce que tu n'auras jamais 2 Xbox, l'ancienne et la nouvelle. Bah écoute, peut-être que si jamais tu as une grande maison et que tu as 2 endroits où tu as les consoles, 2 écrans, tu peux très bien voir si toi t'aimes jouer avec ta manette, par exemple ta manette de Xbox nouvelle génération, tu peux peut-être vouloir la reprendre ensuite quand tu joues sur ta One, et ça peut être intéressant. Bien joué. Mais bon. Dernier petit détail sur la manette, c'est un petit point intéressant que j'ai noté dans les présentations de Microsoft au niveau du design, c'est le fait que les 4 boutons à l'avant, A, B, X et Y, sont restés colorés. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais côté PlayStation, ils ont abandonné les couleurs des logos triangle, croix, carré, rond. Et en fait, Microsoft, ils ont dit qu'ils l'ont gardé pour la simple et bonne raison que c'est pour les personnes en situation de dyslexie. Ça permet en fait, comme ABXY, ça peut être plus facilement confondu du coup pour les personnes en situation de dyslexie. Bah, la couleur permet d'identifier plus facilement les boutons en fait et de les séparer les uns des autres. D'accord, mais si t'es dyslexique et daltonien, après t'es mal fichu. Ouais. À ce moment-là, tu prends une manette adaptative, je ne sais pas. Ou sinon t'essayes et puis tu vois bien ce qui se passe. Oui. Ok. Bon, trêve de plaisanterie. Donc pour la manette, ok, on a fait le tour. La connexion USB-C. Oui, c'est rien de particulier, si ce n'est que c'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais la manette est fournie toujours avec 2 piles. Il faut acheter à part la batterie pour l'utiliser sans fil. Ça peut être soit des piles rechargeables. Je recommande la marque Eneloop si vous cherchez des piles rechargeables. Et si vous... À chaque fois tu le dis. Ouais, mais bon, c'est la meilleure marque, donc je préfère le dire. Et sinon, moi personnellement, j'utilise les batteries de Microsoft. Ce qui est bien, c'est que les batteries de Xbox One sont parfaitement compatibles. Donc j'ai viré les batteries de mes manettes Xbox One et je les ai mis dans la nouvelle manette et pas de souci.
D'accord, bah ça c'est bien ça. Ça je trouve ça vachement bien que tout l'ancien matériel soit compatible avec la nouvelle génération et que le matériel de la nouvelle génération soit compatible avec l'ancien. Je crois qu'on va y revenir, mais c'est... Comme la technologie elle est basée sur les piles AAA, donc après tout est compatible forcément. Moi j'avais acheté des trucs d'une marque lambda sur Amazon là qui marche très bien avec une grosse capacité et puis... Du coup, vu que c'est pareil derrière des deux côtés. C'est une qui déborde, dans laquelle tu remets pas le cache arrière, David ? La mienne ? Ouais. Non, c'est juste deux piles collées en fait, avec un petit chargeur. D'accord. Je te ferai voir si tu veux. Ouais, mais parce que parce que tu parlais de grosses capacités. Alors déjà, la batterie de Microsoft est quand même, je trouve, très efficace. Bah surtout, j'ai l'impression que la manette de Microsoft ne consomme pas beaucoup. Je sais pas si c'est la batterie qui est efficace ou si c'est le fait que j'ai l'impression que la manette ne consomme rien du tout en fait. En tout cas dans les deux cas. La manette de Xbox One ? Ouais, j'ai l'impression qu'elle consomme pas grand chose en fait d'énergie et du coup, enfin, qu'elle est très écologique, enfin très économique et que du coup, l'un dans l'autre c'est pas la fin est la même, c'est que l'autonomie est bonne quoi. Moi j'ai un défaut, c'est que je la règle pour pas se mettre en veille tout de suite parce que ça m'énerve trop de rappuyer sur le gros bouton pour. Ouais, j'ai pas trop de comparatifs pour dire, mais moi je trouve que on change quand même les piles de manière assez fréquente. Enfin, surtout si t'es avec des piles rechargeables. Si tu prends des piles ordinaires type Duracell, je trouve qu'elles tiennent relativement longtemps. Mais ça doit pas dépasser les 25 heures d'utilisation quand même. Je pense. Enfin, ça serait à confirmer de manière plus mesurée. Bon, allez, maintenant qu'on a la manette bien en main, Cassim, tu vas peut-être nous allumer la console. Hein. Oui. On commence par laquelle ? La S peut-être ? Tu veux commencer par la S, c'est la moins chère, celle qui coûte 300 € du coup. Alors, que dire sinon déjà qu'elle est vraiment compacte. Elle est toute petite, c'est incroyable. Enfin, c'est la plus petite Xbox jamais conçue et puis c'est l'une des consoles de jeu les plus petites. C'est plus petit que la One S ? C'est beaucoup plus petit que la One S. Non mais elle est vraiment petite. Elle fait la taille d'un gros bouquin. Genre les gros bouquins, je sais pas, un bouquin de Game of Thrones quoi, ou de Harry Potter dans les derniers volumes. D'accord. Mais un peu plus haut quand même, quand tu la mets en hauteur. Mais c'est vraiment ce format-là un peu, il faut s'imaginer ce format-là. C'est pas loin, je trouve, d'une box télé, enfin d'une box d'opérateur FAI quoi. Encore une fois un peu plus épaisse, peut-être un peu plus grande, mais ouais, on n'est pas loin d'un décodeur Canal+, quoi. C'est vraiment ultra compact. Évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de lecteur disque aide beaucoup, mais elle est super discrète, elle fait aucun bruit. Elle est super belle, je trouve. C'est clairement, moi je trouve que c'est la console là dans les nouvelles consoles la plus belle et surtout, elle est tellement facilement intégrable dans ton salon ou quoi que par rapport à la série X encore qui est compacte, mais même par rapport à la PlayStation 5 qui a l'air géante. Du coup c'est vraiment gros coup de cœur sur le design quoi, vraiment excellent, rien à redire quoi. Elle est de quelle couleur ? Blanche ? Elle est blanche, légèrement très légèrement grisée je crois par rapport à la One S, mais c'est un ton de blanc légèrement un peu plus gris, mais quand même blanc, et sinon il y a le gros disque noir qui est là pour marquer là où est la ventilation, pour éviter que les gens empilent des choses dessus ou posent leur café. Ah bah oui. Non mais elle est vraiment petite, donc je pense qu'effectivement les gens auraient naturellement l'envie de la caler un peu n'importe où. Faut quand même pas boucher l'aération quoi. Mais sinon vraiment très belle console. Très waf. Énormément. Non mais vraiment incroyable quoi. Bon c'est pas, par contre elle a pas que des qualités non plus. Donc on va l'allumer justement. Eh ben oui, j'ai vu ça. Alors faut parler, donc le principe de cette console c'est qu'elle coûte que 300 €. Mais pour arriver à ces 300 €, Microsoft ils ont fait deux concessions, la première sur le stockage et la deuxième sur la puissance. Sur le stockage, sur le papier on a un SSD de 512 Go. Alors ce SSD de 512 Go il se transforme en, je n'ai plus le chiffre en tête, mais en gros en stockage de à peu près 360 Go de libre. Aïe. Et donc 300, pour rappel, pourquoi il y a aussi peu de place, c'est parce que en dehors du formatage qui fait qu'on perd de la place parce qu'il y a des conversions d'unités, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a l'installation du système évidemment qui prend un peu de place, et puis après il y a un espace qui est réservé à la fonction Quick Resume sur laquelle on va revenir je pense. Oui, mais voilà, il y a de l'espace réservé pour cette fonction là et du coup il ne reste que 360 Go. Alors 360 Go, très concrètement ça se traduit par 8 jeux dans mon cas.
j'ai installé 8 jeux et j'étais arrivé à 99,6%. Ah oui. Donc j'ai installé des jeux qui sont quand même, je dirais, dans la bonne moyenne en termes de volume. C'est-à-dire ça partait de Gears Tactics à 28 Go et ça arrivait jusqu'à Titanfall 2 qui pèse 70 Go. D'accord. Donc c'est dans cette fenêtre-là que j'ai installé des jeux. En supplément, j'avais Ori qui pèse 4 Go, qui était le plus petit jeu, mais c'est la seule exception en termes de jeux relativement légers. Ouais, et puis t'avais pas de jeux qui font 150 Go non plus. Voilà, c'est ça que j'ai pas pris non plus les pires cas, notamment Call of Duty qui pèse plus de 130 Go. Donc, mais là, tu grilles déjà un gros tiers. C'est exactement ça. Donc, clairement, l'espace de stockage va être un point noir de cette machine. Alors, il faut noter 2 choses pour moi qui sont importantes. D'abord, évidemment, on peut désinstaller, réinstaller des jeux, et je pense que comme elle s'adresse à un public plus occasionnel, c'est peut-être un public qui aura pas trop de soucis à garder que 4 jeux installés par an et à changer tous les 6 mois en environ le dernier, quoi. Donc ça risque de moins leur poser de problème, je pense, pour ce public cible-là. Et puis il faut rappeler qu'on peut étendre le stockage. On peut rajouter un disque dur, notamment un disque dur externe si on ne veut pas payer trop cher. Et ce disque dur externe donc, ne peut pas faire tourner les nouveaux jeux, mais on peut au moins les stocker sur ce disque dur externe, ce qui permet après d'éviter de retélécharger le jeu, notamment si on a une connexion un peu faible. Arrête de me regarder quand tu dis ça. Non, mais c'est vrai que si tu dois supprimer et retélécharger 60 Go, je pense que ça va être un peu compliqué quand même. Ça dépend, si je fais ça à 4h du matin, j'en ai pour 1 heure. Ah, quand même. Si je fais ça le soir à 21h, j'en ai pour jusqu'à 4h du matin. Ouais. Ah ouais, non mais c'est fou. Et moi, l'autre jour, j'ai téléchargé Forza. Je sais plus lequel, là, le Forza Horizon, le dernier, là, qui est dans le pass. 4 nuits, il m'a fallu. Non, mais ouais. Ah ouais, non, moi la nuit je fais du 105, 110 mégas. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ouais, ok, donc de toute façon. Pour comparer, j'avais une question pour comparer. Là, sur la One S, on a 500 aussi, mais on avait combien de prix par le système ? Je crois que, alors de mémoire, je crois que le système prenait un peu moins, mais comme il n'y avait pas la fonction Quick Resume, on avait un peu plus. Ce serait à vérifier, j'ai plus le chiffre en tête. Il me semble aussi, j'avais 400 gigas de libre en tête, mais... Et puis c'est à peu près comparable. Le problème, c'est que la One S, c'est une console de la génération précédente, et qu'à l'époque, en début de génération, les jeux faisaient dans les 10-20 gigas. Et c'est progressivement qu'ils ont grossi pour arriver à la taille qu'ils font aujourd'hui. Là, on repart du même point, tu vois, on n'a pas progressé, c'est ça qui est un peu... Donc les jeux risquent d'être de plus en plus lourds au fil des années aussi ? Alors, on sait pas. Alors, pas forcément. On sait pas du tout. On sait pas ? Ouais, c'est un peu flou parce que y a des comme on passe au SSD, il y a des optimisations qu'ils vont pouvoir faire pour économiser de la place. Il y a aussi des économies qu'ils peuvent faire parce que la console est moins puissante. D'ailleurs, il y a certains jeux comme Gears 5 ou Forza Horizon 4 qui sont plus légers sur la série S que sur la série X. De l'ordre de 20% quand même de place. Ouais, ce qui est quand même pas négligeable. Donc non, c'est pas négligeable du tout. Donc parce que c'est des jeux développés par par Microsoft, pardon, et que du coup ils jouent le jeu, quoi. C'est des développeurs qui jouent le jeu. C'est pas forcément le cas de tous les nouveaux jeux. Par exemple, Yakuza Like a Dragon, qui est aussi un nouveau jeu qui sort là, fait le même poids sur les 2 consoles. Donc c'est pas Ouais, ça n'a pas été optimisé à ce niveau-là. Pas forcément toujours optimisé. Et je sais pas du coup, mais en même temps, les jeux vont devenir de plus en plus beaux, donc on peut se demander s'ils vont pas gagner en poids. C'est un peu l'inconnu. Après, avec tout ce qui est ray tracing et compagnie, alors David Catu et la confrérie en parlaient là dans un épisode de leur podcast où ils expliquaient vraiment comment ils travaillaient là-dessus, et ils disaient qu'il y avait des moyens maintenant de n'avoir que les textures nécessaires, et finalement tu consommais beaucoup moins de place pour travailler tout ça. Alors je serais incapable de l'expliquer à nouveau, mais eux qui sont dans le domaine de la 3D, du graphisme, ils disaient que c'était possible techniquement. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de nouvelles... faut vraiment comprendre que cette série S, c'est une console next-gen. Souvent les gens la comparent par exemple à la Xbox One X ou d'autres consoles. C'est vraiment une Xbox, c'est vraiment une console de nouvelle génération, et du coup elle a en son sein, dans son architecture, elle a des nouvelles fonctionnalités que n'ont pas les anciennes consoles et que les développeurs vont pouvoir utiliser pour optimiser mieux leur jeu, que ce soit en termes de performance graphique ou en termes du coup de stockage justement. Il y a des nouvelles technologies, comme tu dis, qui permettent
de faire des gains de place en fait. Donc ça va peut-être venir aussi avec... je pense qu'on va avoir une première étape où les jeux next-gen vont rétrécir grâce à ces optimisations-là, puis vont peut-être reprogresser, re-augmenter en devenant plus volumineux, plus ambitieux, quoi. Ouais. Bon, alors toi, ton avis, toi t'as une One X chez toi? Non, j'avais une Xbox One tout court. Une Xbox One tout court. Okay. La vieille, le magnétoscope, tu vois, le truc géant. Ouais, la première du nom, quoi. Ouais. D'accord, donc tu peux pas comparer, enfin si tu peux comparer par rapport à la One, mais j'aurais aimé avoir une comparaison entre la One X et cette série S. Alors je peux quand même la faire parce que par rapport à la série X, en fait, j'ai quelques points de comparaison qui sont pertinents. Parce que, surtout en termes de rétrocompatibilité, quand un jeu a pas du tout été patché ou optimisé ou pensé pour les nouvelles consoles, la Xbox Series X, la Xbox Series S fait tourner les jeux Xbox One S, alors que la Xbox Series X fait tourner les jeux Xbox One X. Et dans les deux cas, elles les font tourner exactement comme prévu par le développeur, dans les meilleures performances possibles prévues par le développeur. C'est-à-dire que par exemple, si un développeur a dit mon jeu, je vais prendre The Witcher 3 par exemple, sur Xbox One S, il tourne en Full HD à 30 images secondes, parce que la Xbox One S, je sais qu'elle sera pas capable de faire mieux. Bah, la Xbox Series S, même si elle est plus puissante, elle va tourner en Full HD à 30 images secondes. Ça va pas être amélioré automatiquement. Il aurait fallu que les développeurs, par exemple, se disent si tu peux aller au-delà, va au-delà. Et à ce moment-là, la Xbox Series S serait tout de suite passée à 60 fps. D'accord. C'est le cas sur certains jeux, mais c'est pas le cas sur beaucoup de jeux Xbox One. Par contre, c'est le cas sur beaucoup de jeux Xbox One X, parce que justement les développeurs se disaient, comme elle est plus puissante, on va lui laisser un peu plus de liberté en termes de performance. Et du coup, la Xbox Series X, par ricochet, hérite de ces nouveautés-là. Et par exemple, du coup, elle a le droit, par exemple sur The Witcher 3, sans aucun travail récent de développeur dessus, elle a le droit au patch de l'époque de Xbox One X. Et du coup, tu as le choix entre la 4K ou les performances. Et en fait, les performances, c'est assez intéressant parce que le mode performance, ce qu'il faisait, c'est qu'il te bloquait à 60 images secondes sur Xbox One X, mais il faisait bouger la définition d'affichage en fait, selon les scènes, selon la gourmande, voilà, pour garder le même niveau de performance. Et en fait, ce que fait du coup, comme la Xbox Series X est beaucoup plus puissante, elle sature en 4K, enfin l'image est bloquée en 4K tout le temps parce qu'elle est capable d'afficher à 4K en 60 images secondes. Évidemment. Ce qui fait que le mode 4K est presque devenu inutile. Alors pas tout à fait, parce que derrière ce nom se cachaient aussi quelques paramètres graphiques qui étaient activés. Ça peut être des effets de lumière, ça peut être des ombres un peu plus travaillées, des choses comme ça, donc qui étaient activés uniquement en mode 4K. En fait, il faudrait, de façon optimale, il faudrait que les développeurs fassent un petit patch pour donner des nouvelles règles en fait, en gros, à la Xbox Series X, en disant bon bah voilà, elle est capable tu peux cumuler les deux modes à la fois en fait, elle va tranquillement être capable de faire tourner le jeu sans problème à 60 images secondes et en 4K. Et on peut même imaginer que... Pardon David, vas-y David. Excuse-moi, ça veut dire que ça c'est les développeurs qui sont censés, s'ils peuvent, faire un petit patch pour s'adapter à la next-gen, c'est ça ? Théoriquement, c'est ce qu'il faut. Alors, théoriquement, c'est ce qu'il faut faire. Je sais pas dans quelle mesure Microsoft pourrait pas aussi mettre la main, comme il l'avait fait sur des jeux Xbox 360 qui étaient améliorés sur Xbox One X. Je sais pas s'ils peuvent mettre la main sur, par exemple, sur The Witcher 3 et genre mélanger les deux modes, tu vois, activer les deux modes à la fois. Je sais pas si c'est quelque chose sur lequel techniquement ils peuvent le faire. Mais c'est possible. Enfin, peut-être que c'est ce qu'ils vont se mettre à faire justement. Alors moi ce que je voulais te demander, c'était un petit peu en lien avec ça. On peut imaginer que des développeurs qui modifient leur jeu pour Xbox One, pas la X, ça permettrait par ricochet, s'ils disaient par exemple aux paramètres, si tu as la possibilité en puissance d'aller au-delà des paramètres que je t'ai donnés, vas-y. Et donc ça pourrait marcher aussi pour la série S. Exactement. Par exemple, et des jeux du coup qui à l'époque visaient par exemple le Full HD, donc ce qu'on appelle le 1080p, et qui dans les faits oscillait parfois entre le 720p et le 920p, en gros faisait baisser la définition sans atteindre le Full HD, bah, sur Series S, il sature en Full HD sans souci. Mm-hmm. Donc voilà. Et on pourrait peut-être même imaginer que ça aille au-delà.
Après, elle upscale en 4K artificiellement, hein, mais là c'est pas miraculeux par contre, hein, donc le rendu se fait quand même. Oui, je me doute. Mais quand même, du coup, il y a des vraies différences du coup pour revenir du coup sur la série S avant de passer définitivement sur la série X. Je voulais juste dire que il y a des compromis sur la puissance graphique, clairement. Je vais activer mon truc. Il y a des compromis sur la puissance graphique. Il n'y a pas de compromis sur les performances, je trouve. C'est-à-dire que on va y revenir, mais les temps de chargement sont très courts grâce au SSD parce que la série S a un SSD. Les jeux sont à 60 images secondes ou à 120 images secondes, même pour le multijoueur de Gears 5 par exemple. Donc sur les performances, sur la fluidité d'affichage, il n'y a pas de souci. C'est vraiment sur la qualité graphique où clairement entre les deux consoles il y a un gap et je pense que le gap est plus fort évidemment si vous avez un écran 4K. Si vous avez un écran Full HD, peut-être que vous allez moins le percevoir, mais il y a quand même des vraies différences. Moi je les ai constatées sur des jeux comme Doom Eternal ou Yakuza où tu as des personnages qui sont un peu plus flous, un peu moins de personnages affichés à l'écran. Mais normalement, théoriquement, c'est censé afficher la même chose en Full HD là, avec la S. Ça, c'est la promesse de Microsoft, mais c'est aux développeurs après de faire le travail pour que ce soit dans les faits comme ça. Je pense, enfin, c'est vraiment du coup le problème, c'est que ça va être du cas par cas. Il y a des jeux comme Devil May Cry 5 qui ont été annoncés. Alors là, je l'ai pas pu le tester, mais le jeu a été annoncé comme ayant du ray tracing sur série X et n'en ayant pas sur série S. Donc, donc il va y avoir des différences, je pense, au-delà de la promesse de Microsoft, il va y avoir des différences graphiques entre les deux consoles. Après, est-ce que ces différences graphiques sont vraiment importantes pour tout le monde ? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y en a qui peuvent quand t'es plus occasionnel comme joueur, que t'es pas un hardcore gamer, que t'en es pas à compter les pixels, peut-être que, enfin, je pense que tu peux te contenter des graphismes de la série S sans y voir de compromis, notamment parce que justement, comme ils n'ont pas fait de compromis sur les performances et la fluidité, tu seras pas forcément frustré en fait. Ça reste agréable à jouer tout le temps et tout de suite. Il n'y a pas cette frustration. Ça veut dire que par rapport à quand on a l'ancienne génération, sur une télé Full HD, est-ce qu'on aura quand même une amélioration de la qualité d'image sur un même jeu ? Sur un même jeu, il y aura une amélioration de la qualité d'image, même en Full HD sur la série X, par exemple, sur des choses comme le ray tracing et compagnie. Non, mais sur la série S. Ah, si pardon, tu veux dire en passant de la Xbox One à la série S, par exemple ? Ouais, voilà. Oui. Alors il y aura des améliorations graphiques, c'est sûr, parce qu'elle a quand même une toute nouvelle architecture graphique et elle est beaucoup plus puissante que la One. Donc là il y a même si t'es limité à une télé Full HD. Vraiment, elle est beaucoup plus puissante graphiquement que ce que faisait la Xbox One, en particulier la Xbox One tout court, quoi, ou la One S. Donc on verra quand même un saut de génération. Oui, on verra un saut de génération net quand les vrais jeux next-gen arriveront. Ça, il y a pas de souci. Oui, voilà. Moi, je parlais vraiment entre la série S et la série X, mais par contre le gap entre les deux générations il est là, et ne serait-ce que moi le premier truc immédiat qui m'a bluffé, mais en même temps j'ai envie de dire enfin, c'est l'interface qui est ultra fluide, quoi. Enfin, tu n'attends plus, il y a zéro lag à aucun moment, tu passes d'un menu à l'autre, c'est très 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 fluide, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'était un défaut. Bah même moi sur ma One en tout cas, jusqu'au dernier jour à RAM comme pas possible. Enfin, c'est vraiment, tu lances un menu, ça met quelques secondes, quoi. C'est pas non plus incroyable, mais c'est un peu frustrant, ça met de la friction. C'est pas immédiat comme on peut avoir avec les PC souvent. Et là maintenant ça l'est devenu sur la série S en tout cas. D'accord. Ouais, c'est cool. Et tout ce qui est temps de chargement, t'arrives pour allumer ta console déjà. Est-ce qu'elle est longue à s'allumer ? C'est une poignée de secondes, même pas. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est comme la One S à ce mode-là et la One X aussi, c'est en fait une fausse extinction, c'est une mise en veille prolongée. Je parle d'une. Elle a ça aussi ? Alors, elle a ce choix. C'est exactement le même OS. Ça, on l'a pas dit, mais c'est exactement le même OS, le même système d'exploitation. Donc, toutes les fonctions sont exactement les mêmes avec la Xbox One, à l'exception de Quick Resume qui est exclusif aux nouvelles consoles. Mais tout le reste, c'est exactement le même OS, la même interface, le même store, tout pareil. Du coup. Il y a les deux modes d'alimentation où tu peux choisir en gros la fausse, le mode veille, quoi, on va dire ça comme ça. Oui, une veille prolongée et puis l'arrêt complet. Moi, quand je disais quelques secondes, je parlais de l'arrêt complet. D'accord. C'est vraiment et du coup les deux
sont devenus équivalents en termes de vitesse d'allumage. Le mode veille est un tout petit peu plus rapide, mais c'est plus suffisamment plus rapide pour justifier de rester en mode veille. Ce qui justifie par contre d'être en mode veille, c'est le fait deux options, le fait de pouvoir contrôler la console à distance, parce que du coup tu peux la réveiller à distance et prendre le contrôle, et les téléchargements des mises à jour en veille quand t'es pas là. Ouais, pour pas te bouffer ta bande passante. Voilà. Ok, donc ça c'est super rapide. Les lancements des jeux, Cassim, est-ce que c'est rapide, comme on nous l'a dit, entre 6-10 secondes, quelque chose comme ça? Ça dépend si t'es en quick resume ou pas. C'est peut-être le moment d'en parler. Du coup... Oui, donc le quick resume, c'est ce qu'on avait déjà sur la Xbox, mais on n'avait qu'un petit quick resume possible, le dernier jeu. C'est ça. Là, le but, c'est vraiment de pouvoir basculer d'un jeu à l'autre, de sauter de jeu en jeu sur à peu près 4, 5, 6 jeux maximum. Selon les jeux, c'est un peu aléatoire. Et tu vas pouvoir vraiment passer mais de gameplay à gameplay. C'est-à-dire que tu es dans ta partie de Gears, tu fais pause, menu, tu changes de jeu, paf, tu es dans la course de Forza, quoi. Voilà. Il y a quelques secondes d'attente. C'est entre de l'ordre de 4 à 6 secondes maximum. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de relancer un jeu, d'attendre le menu principal, d'attendre les noms des studios, etc., quoi. C'est vraiment très très rapide. Ça fonctionne sur... Pardon. Excuse-moi. Ça reste le quick resume, il est pas coupé par la mise en veille prolongée? Non, il est même pas coupé quand tu débranches la console. Tu peux la rebrancher, tu peux la laisser débrancher pendant une semaine, revenir de vacances, la rebrancher. Il va se souvenir des 4 derniers jeux que tu as lancés. Ah ouais, ça c'est impressionnant quand même. C'est vraiment... Parce que l'ancien quick resume qui marchait que sur un jeu, je crois que quand tu débranches la console, il y est plus. Bien sûr, oui. Non, là c'est vraiment... ça fonctionne complètement. Et pour te dire, je me suis surpris à un moment, je faisais les tests d'application de SVOD pour le test du coup, de tout ce qui est Netflix et compagnie, qui sont pas inclus dans le quick resume. Et c'est vraiment que sur les jeux. Et du coup, j'ai vraiment testé plein d'applications et tout. Puis à un moment, j'avais oublié de faire un test sur Forza, donc j'ai relancé Forza. Et là, je vois Quick Resume et il se lance en 3 secondes. J'ai dit, ah oui, d'accord, j'avais oublié. Tu vois, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas relancé un jeu et il a aucun souci. J'avais fait plein de trucs entre temps et il s'en est souvenu. Il n'y avait pas de souci sur ça. En revanche, il y a quand même tout n'est pas parfait. Notamment le fait, c'est tout nouveau pour Microsoft et clairement, ça a été fait un peu, pas au dernier moment, mais ça manque de finition, ça manque d'options. On peut pas le désactiver pour, par exemple, gagner de la place. On peut pas. Comment ça, gagner de la place? Comme je disais tout à l'heure. Alors, comme je disais, en fait, le fonctionnement de Quick Resume, c'est que, en fait, il va copier quand tu as appuyé sur menu là pour revenir à l'accueil. Lui derrière, il va copier ce qui était dans la mémoire vive sur le SSD. Et il va se servir du fait que le SSD est très rapide pour garder ça en mémoire. Et c'est comme ça que le système fonctionne. C'est pour ça que du coup ça fonctionne quand tu débranches et tout, puisque en fait c'est de la mémoire morte, c'est sur le SSD. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, la raison pour laquelle... Ça demande un petit espace. Ça demande, à mon avis, ça demande au moins une centaine de gigas, quelque chose comme ça, qui sont pris sur les deux consoles. Un peu moins sur la série S parce qu'elle a moins de RAM et du coup il y a moins besoin de copier. Mais du coup, ça prend de l'espace quoi qu'il arrive. Et c'est une fonction que tu peux pas désactiver alors que tu pourrais vouloir désactiver et gagner un peu de place. L'autre point, c'est pas le plus grave, mais l'autre point qui m'a plus dérangé par contre, c'est le fait que tu n'as aucun contrôle sur le fonctionnement de Quick Resume. C'est aléatoirement 4 à 6 jeux. Des fois tu relances un jeu, il n'y a plus écrit Quick Resume parce que en fait tu as peut-être passé un jeu de trop ou quoi et du coup il t'a perdu faut recharger ta partie classiquement. Il devrait te proposer, est-ce que tu veux que je le mette en Quick Resume? Par exemple, je pense qu'il devrait y avoir cette option. Ou alors, moi je pense qu'au moins, s'ils veulent éviter de tout le temps te demander, parce que ce serait peut-être lourd de te demander à chaque fois des choses, peut-être qu'il devrait y avoir au moins l'option d'épingler un ou deux jeux dans la priorité. Dans la priorité, voilà, pour qu'ils l'oublient jamais, en gros, pour se dire, celui-là tu me le gardes quoi qu'il arrive, c'est mes jeux du moment, je veux pas que tu me les oublies, quoi. Pour le forcer à les garder, je pense que ce serait intéressant. Mais du coup, on n'a pas trop de contrôle dessus, on n'a pas trop de visibilité. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont améliorer là dans les mois à venir ou les années à venir avec des mises à jour d'interface.
Mais de toute façon, on peut pas installer plus de 4 ou 5 jeux, donc c'est pas si grave. Sur la série S, oui, c'est vrai. Mais après, si tu peux utiliser un vieux disque dur, le brancher pour jouer aux jeux de génération One. Ouais. Voilà. Exact. Bon, sur la S, t'as pas parlé du temps de lancement des jeux quand on les a pas en Quick Resume, Cassim? Oui, quand on les a pas en Quick Resume, alors là, ça va dépendre des jeux. C'est toujours plus rapide, c'est sûr. Mais en fait, c'est quand est-ce que le jeu, un peu comme tout à l'heure, c'est quand est-ce que le jeu autorise la console à être plus rapide. C'est-à-dire que le souci, c'est que les jeux, par exemple, des précédentes générations, ce qui était long, en fait, c'était pas vraiment le chargement. Enfin, je pense que derrière, il y avait peut-être du chargement du jeu, mais ce qui était long, c'était les logos Xbox Game Studio, les intros, les machins. Quand tu lances Gears, il y a genre 3 ou 4 logos différents. C'est là où tu appuies sur le petit bouton en espérant que ça va être zappable. Et non. Et non. Et c'est vraiment quelque chose. J'espère que Microsoft va un peu abandonner cette idée, d'ailleurs, pour ces jeux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des logos. Et j'ai l'impression que du coup, la console se tourne un peu les pouces derrière. En revanche, il y a là où vraiment c'est marquant que c'est beaucoup plus rapide, c'est sur tous les jeux qui ont des écrans de chargement. Donc c'est les Gears 5 par exemple, quand tu lances une partie ou une campagne, ou les Red Dead Redemption, vraiment les Forza Horizon et tout, où à chaque fois c'est des jeux en monde ouvert où du coup le premier temps de chargement est beaucoup plus long et après le reste du jeu est en général plus rapide. Sur ces temps de chargement assez longs, la différence elle est vraiment notable. J'ai plus la mesure en tête, mais c'est vraiment tu passes de 1 minute à 20 secondes ou 10 secondes quoi, tu vois, enfin c'est beaucoup plus rapide. D'accord, oui. Et d'ailleurs, à l'intérieur des jeux, ce genre d'écran de chargement est aussi beaucoup plus rapide. Par exemple, j'ai fait des voyages rapides dans The Witcher 3 ou dans Forza Horizon. Forza Horizon, j'ai mis une vidéo en ligne. C'est vraiment... j'ai cliqué sur un bout, à l'autre bout de la carte, un endroit en accès rapide. Et ça m'a pris même pas 2 secondes, quoi. C'est que l'écran, t'as à peine le temps que l'écran de chargement apparaisse et c'était déjà raw dans le jeu, quoi. Ouais, donc c'est quand même super confortable et déjà avec une console que je vais dire entre guillemets d'entrée de gamme. Sachant que là je parle que de jeux qui n'ont pas été pensés pour la nouvelle architecture. C'est vraiment juste la différence disque dur SSD. Même si Forza Horizon c'est un jeu next-gen désormais, enfin il a eu son patch next-gen, ils n'ont pas pensé la base même du jeu, l'architecture du jeu, le squelette du jeu pour tirer parti de ce nouveau SSD. Donc oui, il y a sûrement des fonctionnalités quand même qui viennent se rajouter par rapport à la version précédente. Mais ça pourrait être encore mieux optimisé, tu veux dire, dans le prochain opus. C'est ça. Bon, alors, donc déjà cette série S, combien tu dis qu'elle était vendue déjà ? 300 €. 300 €. Donc tu valides ? Tu trouves toi que c'est un bon compromis pour ce prix-là ? Je pense que oui, c'est un bon compromis pour ce prix-là. Je pense qu'elle s'adresse vraiment à un public de joueurs occasionnels qui sera pas trop regardant sur les compromis de taille et de graphisme. Je pense aussi que c'est quand même un vrai pari parce que c'est difficile de se projeter sur 3, 4, 5 ans pour savoir dans 5 ans ce que les jeux les plus gourmands et next-gen demanderont pour fonctionner et comment elle se comportera. Mon petit espoir, c'est que si jamais les jeux devenaient trop gourmands, d'ici là, on aurait le droit à du cloud gaming, au moins pour les bonnes connexions, de pouvoir streamer le jeu en version Xbox Series X sur la série S. C'est vrai. Ça pourrait être au moins une petite solution intéressante. J'espère qu'il n'y aura pas besoin d'avoir ce recours-là. Mais c'est vrai, enfin c'est finalement ma conclusion, c'est vraiment ce pari sur l'avenir, un peu cet inconnu sur les 5 ans à venir qui peut faire un peu peur, notamment pour un public un peu plus averti. À l'opposé, je pense vraiment qu'un public occasionnel va être intéressé, et je pense en particulier que le design ultra compact peut vachement séduire par rapport aux autres consoles, quoi. D'accord. Faut dire aussi qu'ils ont tiré vers le bas pour tirer le prix vers le bas par rapport à la concurrence aussi, je pense. Évidemment, ouais, bien sûr. Alors Cassim, parce que l'autre elle est à 400, la petite Play elle est à 400, c'est ça ? Alors la PlayStation 5 sans disque elle est à 400, ouais. Mais la vraie console est à 500 dans les deux cas. Voilà, ok. Alors Cassim, moi j'ai une dernière question. Est-ce que tu as essayé par hasard de brancher un lecteur optique en USB sur cette console Series S ?
Alors j'aurais aimé, mais je n'en ai pas chez moi. C'est ce qui est dommage. Mais je suis quasi sûr que ça ne fonctionnerait pas. J'ai essayé de brancher plusieurs choses en USB sur cette console. J'ai branché un clavier et une souris, ça fonctionne. Le clavier et la souris sont reconnus, mais après ça dépend des jeux. J'ai essayé aussi de brancher un casque USB audio. Là, ça ne fonctionne pas. Dommage. Donc c'est ce qui me fait penser. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun support de périphérique, à part le clavier et souris qui est un peu cas particulier. Je pense qu'il n'y a aucun support de périphérique. Et non, en particulier, je pense pas que le lecteur disque fonctionne. D'accord. Bon. Tu ruines mes espoirs. Parce que moi, j'ai pas besoin d'une puissance graphique énorme, mais j'ai besoin de ce lecteur optique. Et j'ai un lecteur optique externe sur mon PC. Et je serais ravi de tester pour être vraiment sûr, mais je préfère dire que ça fonctionne pas jusqu'à preuve du contraire, quoi. Oui, non, mais je comprends bien. Après, est-ce qu'on peut imaginer que Microsoft propose des accessoires, comme c'était le cas un petit peu sur la première Xbox, avec le lecteur DVD qu'on pouvait rajouter? Ce serait possible, mais je suis pas sûr que ce soit dans leur modèle économique, parce que déjà ils veulent pousser le Game Pass évidemment, et ensuite parce que je pense que pour tirer ce prix vers le bas, justement ils comptent sur le fait que tu vas acheter en ligne, tu vas acheter sur le Game Pass, donc ça fait partie du deal entre guillemets. Ouais. D'accord, bon, je suis un peu déçu. Tant pis. Allez, on laisse la série S, on passe à la série X. Donc cette fois-ci, tu l'as dit, une grosse machine à 500 €, une colonne noire pour dégager la chaleur produite par les composants. Est-ce qu'elle est agréable à utiliser? Elle est ultra agréable à utiliser, c'est une prouesse technologique, c'est vraiment un produit assez exceptionnel en termes technologiques et de design industriel. Enfin, ça montre tout le talent des ingénieurs de Microsoft, je trouve. C'est-à-dire qu'elle est à la fois tellement compacte pour la puissance qu'elle embarque. Il faut vraiment imaginer que c'est un PC, les composants à l'intérieur, c'est un PC haut de gamme, hein, littéralement. Et c'est un PC haut de gamme dans une tour de 30 cm de hauteur par 15 cm de large, quoi. Donc c'est rien. C'est vraiment vraiment compact. Elle est à peine plus grande que la série S quelque part. Elle est plus large, hein. C'est pour ça qu'elle est moins. On pourra pas dire qu'elle est compacte quand même dans l'absolu. Surtout pour une console de jeu, on nous avait habitué à des choses plus petites. Mais quand tu remets en perspective la fiche technique de la console, elle est vraiment ultra compacte. Enfin, c'est vraiment une prouesse technique de la part de Microsoft. D'autant que elle ne chauffe pas. Elle est silencieuse au possible. J'ai jamais réussi à entendre, à part en mettant mon oreille directement devant la sortie, j'ai jamais entendu le ventilateur. Et quand t'es dans un jeu gourmand, si tu mets ta main au-dessus de la console, donc sur l'évacuation d'air, tu sens de l'air chaud, mais ça s'arrête là, quoi. Alors, c'est vrai que ce qui est malin quand même, c'est le fait d'avoir pris tout simplement le phénomène physique que la chaleur monte. Donc d'avoir prévu cette évacuation de chaleur verticale, c'était quand même simple et malin à la fois. Tout à fait, du coup elle est vraiment pensée pour être à la verticale, hein, tout dans son design. Donc il faudra trouver une place, malheureusement, si vous la prenez pour qu'elle fonctionne à l'horizontale. Mais elle prend pas tant de place que ça, honnêtement. Au pire derrière la télé, hein. Au pire derrière la télé. C'est vraiment assez impressionnant. Après, elle peut se placer à l'horizontale, hein, c'est possible, c'est prévu, mais c'est mieux à la verticale. Il y a juste le pied qui dépasse, c'est ça? Il y a le pied qui dépasse, effectivement, qui n'est pas décollable, donc qui est un peu dommage, et le logo qui n'est pas dans le bon sens, mais elle est parfaitement. Il y a des petits patins qui sont prévus pour que tu puisses la mettre à l'horizontale sans souci. Le seul défaut sur le design, c'est qu'elle prend elle prend beaucoup les traces de doigts. Vraiment, malgré le plastique mat, c'est difficile de prendre des photos sans qu'il y ait des traces de doigts dessus. Bon, après, t'es pas censé la toucher tous les matins non plus, donc c'est pas si grave que ça, quoi. C'est esthétique, quoi. Mais non, vraiment, la console est incroyable, et puis l'expérience dessus est éblouissante. D'accord, à ce point-là, quand même, t'as l'air plus que ravi, hein. Non, mais vraiment, en fait, je trouve que matériellement, il y a j'ai rien à dire dessus. Je pourrais chipoter sur un ou deux détails, mais j'ai rien à dire sur la console, sur le matériel, comme sur le logiciel, hormis que sur le logiciel, il manquerait pour moi un peu plus d'ambition de la part de Microsoft sur des nouveautés logicielles. Sur la précédente génération, ils nous avaient proposé des trucs comme Snap qui permettaient de mettre
2 applications côte à côte, des petits éléments comme ça de nouveautés d'interface. Là, à part Quick Resume, on n'a pas grand-chose. Et Sony, de son côté, sur la PlayStation, ajoute des choses. Donc c'est le seul truc que je regretterais très légèrement. Mais globalement, la console en elle-même, vraiment, est ultra robuste. Elle est très facile à configurer. Ça tout se fait grâce à un smartphone. En fait, la console, tu peux le faire depuis la manette, mais dès le début, la console t'affiche un code à rentrer sur ton smartphone. Et tout se fait depuis ton smartphone. Tu peux te loguer et tout. Toutes les options se règlent depuis ton smartphone. C'est ultra pratique. T'as une option, t'as une application particulière ou c'est par le navigateur? C'est l'application Xbox. D'accord, tout simplement, Xbox, logique. Qui détecte, qui te dit, voilà, est-ce que tu veux configurer une nouvelle console? Oui, là tu rentres le code et tu rentres dans le processus de configuration. Il va te poser toutes les questions qu'il faut. Et est-ce que ça, on l'a aussi sur la S? Oui, c'est vraiment, tout est commun aux 2 consoles, hormis la puissance et le stockage. Et le lecteur disque qui change. Sinon, tout est commun, l'OS et tout est pareil. Donc l'application est vraiment géniale. On avait déjà parlé de Family Settings aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Pareil, c'est génial pour le contrôle parental, on va pas y revenir, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que l'écosystème Microsoft, il est ultra sophistiqué aujourd'hui. T'as des applications qui fonctionnent très bien entre elles, toutes les interfaces sont cohérentes, l'interface de la Xbox est fluide, elle est simple à comprendre. Du coup, l'interface de la Xbox, des 2 nouvelles Xbox, parce que je vois là, ils ont vachement changé sur l'ancienne génération, l'interface. C'était pour l'attendre identique à la nouvelle génération? Elle ressemble à celle qu'on a en ce moment sur l'ancienne Xbox ou pas? Ouais, normalement si ta Xbox One est à jour, t'as exactement la même interface sans Quick Resume, mais sinon c'est exactement la même interface. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a plein de mises à jour là sur les anciennes générations là pour que ça. Ouais, c'est exactement ça. Le nouveau Microsoft Store aussi est excellent, vraiment. Donc vraiment chapeau sur tous ces points-là. Il n'y a aucun souci. Et le dernier point que je voulais mentionner vraiment en grosse qualité, c'est dans cet écosystème Microsoft, c'est la capacité de Microsoft à te récupérer toutes tes données. Donc quand tu te configures ta console, déjà il te propose de réappliquer les mêmes paramètres que ton ancienne console automatiquement. Oui. Ensuite, chaque jeu va automatiquement aller récupérer ta sauvegarde dans le cloud. Donc tu perds jamais ta partie que tu avais commencé sur Xbox One. Donc c'est vraiment la transition est vraiment parfaite, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça se voyait déjà quand tu joues. Moi je joue souvent sur PC, ouais. Et certains jeux de temps en temps sur console, et à chaque fois il vérifie et il met à jour les données dans le cloud, ce qui est quand même très pratique. Oui, ça se fait déjà sur PC, mais c'est vraiment et d'ailleurs cet écosystème dont je parle, pour moi il intègre le cloud gaming sur Android, il intègre le fait que tu puisses jouer sur PC maintenant. Tout ça est cohérent et bien travaillé, quoi. Et c'est vraiment ce que je dis dans le test, moi, c'est que en fait, la console porte tout ce qu'a fait Microsoft depuis 5 ans. Avec la Xbox, tu vois, la rétrocompatibilité, pareil, c'est un travail commencé sur la dernière génération. Tout ce travail d'écosystème et tout a été commencé il y a 5 ans. Et c'est l'héritière de tout ce travail, en fait. Et la dernière console, elle était sortie en quelle année ? La dernière console, ça doit être... Ah, j'ai un doute. Ça doit être 2017-2010. La génération, elle a commencé en 2013. 2013, ah oui, d'accord. La génération avec la Xbox One, elle a commencé en 2013. Donc, vraiment, j'ai rien à dire sur la console. Le seul défaut, c'est le catalogue. Le fait qu'il n'y ait pas de jeu Microsoft fort au lancement et pas de visibilité, je trouve, sur les jeux Microsoft à venir. On sait que dans très longtemps, il y aura Fable et compagnie. Mais on sait pas dans les... Ouais. Je suis incapable de te dire entre maintenant... C'est pas pour Noël où on te dit tac, Noël, t'auras Fable sur ta nouvelle Exactement. console. Et je suis incapable de te dire entre maintenant et décembre 2021 à quoi tu vas jouer sur ta Xbox, quoi. C'est-à-dire que je sais pas quel genre... Principalement à tes anciens jeux, quoi. Bah, je veux même pas dire ça parce que je pense qu'il va y avoir des nouveaux jeux qui vont sortir l'an prochain, mais juste on ne sait pas, quoi. On est dans le flou total. Et on sait qu'ils ont plein de studios et tout, donc on n'est pas totalement inquiet, mais on est dans le... C'est con de pas le savoir.
tous les jeux là qui sont en train de sortir là, Assassin's Creed, Watch Dogs et tout, c'est des jeux qui vont quand même être mieux sur la nouvelle génération, qui vont être développés pour la nouvelle génération. Oui, qui sont mieux. Enfin, ça se sent déjà que dans les annonces qui sont faites autour de ces jeux, qui seront meilleurs sur la nouvelle génération. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était des jeux. Tout ça, c'est des jeux que tu vas retrouver aussi sur PlayStation éventuellement. Il n'y a pas de titres. Et puis, c'est pas des titres vitrines. Tu voulais parler d'exclusivité. Oui, ça, en fait, ce qu'on cherche, c'est le gap entre le jour où il y a un jeu qui va sortir sur la nouvelle génération, il sera trop puissant pour sortir sur l'ancienne. Quoi. Exactement. Je pense que Assassin's Creed Valhalla, par exemple, va être très beau sur la nouvelle génération. Mais le truc, je pense pas qu'il y aura un gap non plus incroyable avec l'ancienne. Il sera plus performant, il sera plus beau et plus. Le chargement et tout ça, mais oui, après au niveau du jeu vraiment. En gros, c'est un peu comme. Passer en mode graphisme élevé sur un PC quoi. Ouais, voilà. Tu changes pas le jeu fondamentalement, alors que côté Sony ils ont annoncé il y a Spider-Man Miles Morales et Demon's Souls qui sortent en même temps que la console, et puis derrière t'as Ratchet & Clank, t'as God of War, t'as Gran Turismo, et tout ça c'est des jeux qui on sait sortent dans les 6 mois, 1 an de la console. On le sait, tu vois, c'est annoncé, on connaît leur calendrier quoi, à peu près. Est-ce qu'il y a moyen que Microsoft attende juste la sortie pour annoncer une flopée d'arrivées de jeux ? Ça serait couillon parce que ça leur empêche de vendre. Il ferait mieux de les annoncer avant. Ouais, je pense pas parce que c'est vraiment ça leur fait. Non, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense que ils ont pas forcément besoin de. C'est pas très grave que la hype soit pas trop là parce que de toute façon ils vendent tout le stock disponible actuellement parce qu'il y a déjà le renouvellement des gens qui ont une Xbox One à faire. Donc déjà il y a tout ce public là à adresser, donc c'est pas très grave non plus pour Microsoft, mais je pense pas qu'ils se gardent ça comme cartouche. Je pense que vraiment ils comptaient sur Halo Infinite et que ça a été reporté, et je pense que juste ils sont en galère et qu'il y a eu le coronavirus en plus qui a pas aidé, et qu'ils sont en galère là sur les premiers temps. En plus les rachats de studios sont assez récents, celui de Bethesda est même pas encore terminé. Donc tout ça est encore en train de mettre du temps à arriver. C'est juste dommage que ça n'ait pas été prêt pour le lancement des consoles, mais on sait que ça arrive, on sait que ça va arriver dans les 6 mois, 1 an à venir, 2 ans à venir, et donc moi ce que j'en retiens de la console quand même, c'est que sortir des jeux, c'est dommage que les jeux soient pas là au lancement, mais c'est toujours possible de les sortir après. En revanche, une fois que tu as lancé une mauvaise console, c'est très difficile de changer un hardware ou d'améliorer un hardware qui est mauvais à la base. Et c'était le problème de la Xbox One. À la base, la Xbox One, elle était moins performante que la PlayStation 4, et elle était pas bonne comme console, quoi. Elle était en retrait, quoi. Et elle est mal née, quoi. Du coup, même si ça a été rattrapé un peu avec la One X, elle est globalement mal née. Alors que là, c'est des consoles qui sont parfaites matériellement, juste elles attendent leur jeu, quoi. Et juste pour revenir à la question de Guillaume, y a pas, ils vont pas annoncer le jour du lancement des gros jeux qui vont sortir exclusifs. En revanche, il y a un truc quand même qui reste le gros point fort de Microsoft, c'est le Game Pass. Et en revanche, le Game Pass, là par contre, en particulier si vous êtes Game Pass Ultimate, là il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Le 10 novembre, il y a Destiny 2 Beyond Light qui sort le 10 novembre. C'est dans le Game Pass directement. Le 10 novembre, il y a aussi Star Wars. Il y a EA qui rejoint aussi le 10 novembre. Ce que j'allais dire, le catalogue EA Play qui rejoint le 10 novembre. Donc, mais alors, faut être Ultimate, faut être Game Pass Ultimate. Oui, il faut être Ultimate. Mais tu as tout le catalogue EA Play, et ils viennent d'annoncer, comme par hasard, que le 10 novembre, il y avait Star Wars Jedi Fallen Order qui arrivait dans le catalogue EA Play le 10 novembre, donc pile en même temps. C'est bien ça. Avec une version améliorée pour les nouvelles consoles qui va jusqu'en 4K, je crois jusqu'à 60 ou 120 images secondes sur les nouvelles consoles. Donc il va y avoir, les gens vont pas s'ennuyer non plus sur leur console. Ouais, il y a des bonnes annonces, mais il n'y a pas les très grosses annonces qui font vraiment qu'on en parle beaucoup. Et il n'y a pas la vitrine technologique qui fait ah oui, ok, la next gen c'est ça, quoi. Ouais, il n'y a pas le truc qui te met la grosse claque dans la gueule. À l'ancienne génération, il y en avait eu, mais il n'y en avait pas eu beaucoup. Je me rappelle parce que moi, quand je l'avais eu je l'avais eu 1 mois après la sortie, j'avais regardé tous les jeux pour tester vraiment les jeux nouveaux. Il n'y avait pas vraiment de jeux que j'aimais bien. J'avais acheté 2-3 jeux que j'avais revendus directement d'occasion parce que
Il y en avait, mais c'était pas non plus. Alors la dernière génération, c'était l'inverse. Il y avait, alors je suis d'accord avec toi qu'il y avait de toute façon les nouvelles générations de consoles, il y a jamais beaucoup de jeux à chaque fois. Mais la dernière génération, par contre, on a commencé par des claques graphiques. Il y avait Rise, Son of Rome ou je sais plus quoi, enfin le truc où voilà. Mais après le jeu derrière était pas forcément très bon. C'était le jeu était nul. Voilà, on est d'accord. Mais c'était une claque graphique. Enfin, ça tu l'imaginais pas sur la 360 quoi. Le jeu était super beau. Voilà. Mais oui, il était pas très bon derrière. C'est sûr que si on réfléchit, il vaut peut-être mieux dans ce sens-là que. Moi, je préfère le Game Pass. Enfin, je préfère tel qu'on est là, avec plein de jeux, et puis avec la rétrocompatibilité totale qui va faire que tu vas pas perdre ton catalogue de jeux. Parce que la Xbox One, faut bien le dire aussi, le souci, c'est qu'on recommence à zéro, quoi. Enfin, oui. Donc. On n'a pas parlé du Ultimate qui te permet d'acheter la console par mois aussi, mensuellement. Ah, le All Access. Ouais. Oui, c'est vraiment un gros point fort aussi de la Xbox, de pouvoir faire ça. Sachant que, alors il y a eu, je pense que c'est intéressant qu'on en parle justement parce qu'il y a eu pas mal de news autour de ça, à cause du confinement notamment. Parce que le souci c'est que normalement le All Access, donc c'est une offre de crédit, on va peut-être rappeler rapidement. C'est une offre de crédit qui permet d'acheter la Xbox Series S ou X à partir de 25 € par mois ou 33 € par mois pendant 24 mois. Plutôt que de payer d'un coup 500 €, tu payes les 30 € là, et quelques par mois et tu repars avec ta console sous le coude et ton abonnement Ultimate. Et comme ça, tu es tranquille, tu sais que tu as tous tes jeux et compagnie. Donc l'abonnement il est très cool, d'ailleurs c'est très rentable, il n'y a pas de, enfin c'est pas un il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, c'est un vrai crédit sur 24 mois, mais il n'y a pas d'intérêt. Le souci c'est que c'est un vrai crédit, et donc un vrai crédit ça demande un dossier avec des pièces justificatives, et par exemple dans le cas de la Fnac, il y avait 2 partenaires au lancement, Micromania et la Fnac en France. Ouais. La Fnac, c'était obligatoirement en magasin qu'il allait falloir faire le dossier. Il fallait apporter un RIB, une carte d'identité et compagnie. Le confinement oblige, les magasins ont fermé. Et donc, il n'y a plus d'offres All Access qui tiennent pour la France, pour la Fnac, dans un premier temps. La Fnac annonce qu'ils travaillent dessus et qu'ils la proposeront plus tard. Mais c'est retardé côté Fnac. Côté Micromania, ils ont été plus malins. Leur partenaire gère la vente en ligne. Donc du coup tu peux en gros commander ton All Access en ligne, la démarche est assez bien faite. En revanche, le souci c'est que les stocks ils ont décidé d'allouer les stocks qui étaient en priorité pour les gens qui avaient déjà réservé la console. En gros, il fallait dès fin septembre réserver en magasin une console série X ou série S chez Micromania, payer un acompte de 50 €. Et là aujourd'hui ils vont te recontacter en gros et t'envoyer si tu es dans ce cas là, ils vont te recontacter et t'envoyer un mail pour te faire la démarche All Access, mais il n'y aura pas de All Access hors précommande pour l'instant. Ouais, après ça peut s'entendre aussi. Bon. C'est une question de stock. C'est une question de stock. Tu dis que en fait le All Access, le crédit, il n'est pas géré par Microsoft, il est géré par la Fnac. Même, en fait, alors il est par leur partenaire financier. Ouais. Quand tu vas débourser ton 33 € mensuel, c'est qui le débite? C'est alors Sofinco à la Fnac et Crédit United, je crois, pour Micromania. Donc tes 33 € ils sont sectionnés en deux. T'as une partie pour l'Ultimate Pass. Non, c'est vraiment. Faut imaginer qu'en gros Microsoft ils te font une facture de, on va dire, je sais pas moi, 900 €, qui est, je dis un chiffre au hasard, j'ai pas fait la somme, mais qui est le prix de la console plus 24 mois d'abonnement. Et ce prix-là, ils te le font payer à crédit sur 24 mois. Donc, par l'organisme de leur choix, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur un crédit à 0%, Microsoft prend à sa charge. Donc t'as même plus ton virement mensuel chez Microsoft pour payer ton Game Pass. Non, vraiment, ouais, c'est vraiment. C'est aussi pour ça que la console t'appartient dès le premier jour, c'est que c'est un vrai crédit. Donc l'abonnement t'appartient dès le premier jour, les 24 mois d'un coup. Et la console t'appartient dès le premier jour. Ça, c'est pas trop dit, ça. Moi, j'avais vraiment l'impression que je payerais 33 € à Microsoft à la place de mes 13 € en ce moment, quoi. Ça a peut-être pas été assez clairement dit par Microsoft, je suis assez d'accord. Mais ouais, c'est vraiment le fonctionnement comme ça, parce que Microsoft peut pas être. Enfin,
Ils peuvent pas faire un fonctionnement à l'opérateur téléphonique, quoi, en gros. Ouais. Donc ils sont obligés de faire comme ça. Cela dit, in fine, comme c'est 0%, ça change pas grand-chose. Ça change que c'est des contraintes supplémentaires. Déjà, faut faire un dossier, faut pas être surendetté. Enfin, c'est un crédit, quoi. Il y a tous les soucis, crédit, tous les garde-fous des crédits qui s'appliquent. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, mais ça donne quand même la possibilité de pouvoir investir sur une machine quand même qui est assez énorme. En lissant l'investissement. Après, c'est une vraie belle offre, et j'ai aussi l'impression que, enfin, moi, de ce que j'en comprends, c'est que c'est pas du tout genre une carte de crédit ou quoi, donc dans la mesure où j'ai pas l'impression que le service financier derrière va essayer de te faire prendre. Ils vont probablement t'envoyer des prospectus publicitaires, mais tu peux pas, en gros, utiliser ton crédit, j'allais dire entre guillemets, Xbox All Access pour aller payer, tu vois, je sais pas moi, à Conforama. Ah bah oui. Ce qui est souvent les offres en magasin très attractives de plusieurs fois sans frais à la Fnac, à Ikea et compagnie, te font souscrire à des cartes de crédit qui sont utilisables ailleurs. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Et quand tu vas dépenser ailleurs, en général, tu as 20% de taux d'un coup. Donc du coup, là ça reste vraiment... c'est plus proche du PayPal en 4 fois que... C'est ça. C'est clair et net. Et puis, ça reste très carré, très propre. Microsoft prend à sa charge les frais. Donc on est quand même sur quelque chose de très réglementé et très carré. Je pense aussi que c'est pour ça que... Il n'y a que Micromania et la Fnac. Je pense que ça a été très très négocié par Microsoft pour que ce soit... ça ne devienne pas n'importe quoi. Si ça part en cacahuète, cette histoire-là, c'est vrai que ça ferait une sacrée mauvaise pub. C'est leur image qui est en jeu derrière, donc ils sont obligés de maîtriser les partenaires. Microsoft nous a annoncé qu'il y aurait d'autres partenaires, ils ont d'autres partenaires en cours de négociation, ils n'ont pas voulu dire qui. Je mets une petite pièce sur Amazon France, qui est un gros commerçant qui propose pas le truc. Ça m'étonnerait pas qu'un Amazon France ou un Cdiscount le propose plus tard, quoi. Mais pour l'instant, c'est en négociation. Ouais, mais Amazon, ils ont pas de truc de crédit. Si, Ils proposent de payer en plusieurs fois. Ils proposent et aux États-Unis, c'était Amazon qui a été le premier à proposer l'offre de Microsoft à la base. Ils le proposent plus aujourd'hui, mais ça a été les premiers à le proposer. Donc ça m'étonnerait pas que ça puisse revenir. De toute façon, moi, quand je l'achèterai, après, il faut voir le cadre légal français aussi. Oui. Ok. Ok. Je pense que tu nous as fait un bon tour des deux machines. Finalement, ça donne envie. Mais moi, j'ai une dernière question. Pour moi, il y a toujours un petit goût d'inachevé. J'ai une dernière question sur les probabilités de première baisse de prix. Du coup, ça va être super loin vu qu'il n'y a pas encore de jeu. Pour moi, ça va être très très loin pour d'autres raisons. Enfin, il y a effectivement le manque de jeu, mais il y a le fait que ils n'ont pas besoin de baisser le prix, comme la série S, elle est pas chère déjà de base. Du coup, ils vont pas avoir trop besoin de baisser le prix dans un premier temps. Et dans un deuxième, il y a le fait que la console est en rupture de stock. Donc, tant qu'elle sera en rupture de stock, tant qu'ils arriveront à tout vendre, ils ont aucune raison de baisser les prix, quoi. Non, mais genre dans 6 mois, elle sera plus en rupture de stock, mais ça va pas descendre. Je sais pas du tout. Ça avait descendu assez vite, hein, la génération précédente, je crois. Mais la génération précédente avait complètement raté son lancement. Enfin, en termes de vente, là, on est dans l'inconnu. Le coronavirus n'a pas aidé pour fabriquer des consoles. Donc, le stock va être limité. Par contre, le confinement aide à vouloir dépenser pour s'acheter une console. Et par contre, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent moi, je vais attendre qu'il y ait vraiment des jeux qui claquent, et en plus, la console sera moins chère sûrement à ce moment-là. Ça risque d'être faux, cette affirmation. Que la console soit moins chère, ça risque d'être faux. Peut-être dans un an, mais je pense pas que ça viendra. Il y aura pas de baisse de prix de Microsoft, à mon avis. Par contre, qu'un Cdiscount, par exemple, ou encore une fois, ou un Amazon, par exemple, au Black Friday 2021, se décide à te faire la console à 300 €, mais avec un jeu offert, ou avec deux manettes. Ou une manette, ou un truc comme ça, c'est possible. Surtout qu'à mon avis, c'est la console qui est faite un peu pour facilement être en solde, comme la One S actuellement. Ouais. Par contre, et je pense que c'est tout à fait un bon pari d'attendre, je dirais quand même que y a une vraie plus-value à changer le plus vite possible sur 2 points. Si tu es déjà dans l'écosystème Xbox, c'est la meilleure Xbox possible, et il y a un vrai gap de fluidité, de performance, d'ergonomie au quotidien, de plaisir d'utilisation. L'autre point, c'est le fait qu'il y a le Game Pass qui change de mois en mois.
Et si t'attends dans 6 mois, déjà il y a des jeux qui auront peut-être disparu du Game Pass, mais surtout, comment dire, si t'es déjà abonné, ton abonnement part sur la One S ou sur une ancienne génération de consoles, plutôt que sur les consoles plus performantes, quoi. Donc le vrai souci, c'est que les gens qui n'ont pas précommandé la console, s'ils la veulent, c'est très compliqué d'imaginer comment ils vont pouvoir la prendre, quoi, en gros. Parce que là, si personne moi je la veux pas tout de suite, mais si je me disais tiens, je la prendrais bien, en fait, je serais obligé d'attendre jusqu'à quand? On sait pas, c'est vraiment. Il faudrait attendre qu'il y en ait, et ça semble. Enfin, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, voire pas du tout, avant 2021. Ah oui, Noël va être foiré en fait. Ça va être que ceux qui ont précommandé Noël. Ça risque fort d'être ça. Je pense qu'il y aura peut-être potentiellement un stock. Il y a eu un stock par exemple de Xbox Series X hier qui est reparti sur la Fnac. Je pense que c'est le stock que la Fnac voulait mettre en All Access. Comme ils ont reporté le All Access, je pense ils ont décidé ils ont lâché. Voilà, ils ont lâché en préco leur stock. Mais ça. On n'a aucune visibilité. Microsoft et Sony refusent de répondre, donc on n'a aucune visibilité. J'ai l'impression que ça paraît difficile d'imaginer qu'ils vont zapper Noël et pas vouloir en vendre. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas, quoi. Donc ils peuvent pas, ouais. S'ils ont pas les stocks, ils peuvent pas les vendre. Donc ils essayent tous les pays se battent en termes de sous-division de Microsoft pour avoir des stocks. Xbox France se bat pour en avoir plus. La production est limitée et tout le monde essaye d'en avoir, quoi, à vendre, quoi. Et la concurrence est dans le même cas. Et la concurrence c'est encore pire parce qu'il y a beaucoup plus de demandes pour la PlayStation 5. Donc du coup la PlayStation 5 Micromania, apparemment même il quelques jours, une réservation, non? Ouais, et quelques jours après les débuts des précommandes, c'était déjà en précommande pour le mois d'avril 2021, quoi. Ah oui, wow. Oh là 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 là. Ah oui, non, mais c'est vraiment. Alors en plus, le Covid fait que la demande est très très forte sur l'industrie du jeu vidéo. La PlayStation 5 est au plus haut de sa forme en termes d'image de marque et tout. Tout ça additionné, je pense que le stock est plus bas que prévu et que par contre la demande est incroyablement plus haute. Et que, comme sa taille d'ailleurs. Oui, comme sa taille, oui. Et du coup, ça va être. Enfin, ils vont faire ce qu'ils peuvent, quoi, mais ça doit être très frustrant pour les marques, quoi, du coup. Mais c'est comme ça. Puis pour ceux qui la veulent dès le début. Et surtout pour ceux qui la veulent, oui, bien sûr. Bon, en gros, faut prévoir Noël dans un an, quoi. Ça fait presque ça pour Sony. Été 2021. J'ai quand même le sentiment que Microsoft arrive à plus produire de consoles ou qu'il y a assez moins de demandes pour qu'il y ait plus facilement du stock. Je pense qu'il y en aura, que ça va bien quand même. Il va bien y avoir des petites vagues qui vont popper. Je pense que comme c'est les commerçants qui ont la main sur le dernier stock au final, je pense qu'ils peuvent aussi garder peut-être des petits stocks pour le Black Friday ou pour Noël, tu vois. Pour relancer un peu la machine. Pour que le matin, tu as le matin du Black Friday à 10h, tu remets 10 unités de PlayStation et de Xbox en vente. Les gens ils viennent sur ton site, ils se battent pour la Xbox, puis ils repartent avec un PC ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Ou un grille-pain. Un grille-pain classique, quoi. Enfin, tu vois. Non, mais technique commerciale, quoi. Ouais. C'est pas un grille-pain, c'est la PS5. Ah pardon, excuse-moi. Je croyais pourtant. Ça chauffe. Alors, on va dire qu'on est encore des vendus. Bon, ok. Bon, Kassim, merci beaucoup pour toute cette présentation. Merci David d'avoir été là. Ouais, ça fait plaisir. Oui, vu que t'as raté l'épisode Windows Phone, tu es venu pour l'épisode Xbox. Je m'en voulais. Faut qu'on le refasse. Oui, on le refera, si tu veux, on en invitera d'autres. Allez, il n'y a pas de souci. Merci à vous deux d'avoir été là. Moi, je vous donne rendez-vous, alors je l'espère, dans une semaine pour l'épisode 196, mais... Bon, reparler des consoles alors qu'on l'a déjà fait ce soir, Kassim, je sais pas s'il y aura beaucoup de nouveautés, bon, c'est à voir. Non, oui, là je pense qu'on a fait le tour pour un petit moment. Hein. Peut-être dans quelques semaines, on pourra parler des premières ventes, par exemple, à mon avis, des premiers résultats, oui, quoi. Ça pourrait être intéressant. C'est quand la sortie officielle? On l'a même pas dit, je crois. Le 10. Le 10, donc c'est tout proche, c'est mardi prochain. Ah oui, ouais. Donc les premiers mecs qui ont réussi à la réserver, ils vont l'avoir le 10. Ouais. Enfin, moi d'ailleurs, par exemple. Ouais, d'accord. Ah mais toi tu l'as déjà, toi. Oui, mais tu l'as rendu? Non, pas pour l'instant parce que confinement oblige, mais j'aimerais bien. Enfin, je vais éviter d'en avoir 40 000 chez moi, je te cache pas. Et, oui, je comprends. Et je vais surtout la rendre à la rédaction
parce que je préfère avoir j'ai envie d'acheter ma propre console, quoi. Tu oublies pas de récupérer ta batterie dans la manette? Oui, c'est exactement. Déjà, j'ai pensé à enlever le Blu-ray. Donc en gros, t'es en train de nous dire qu'à un moment, toi, alors qu'il y a une pénurie, t'en auras 2 chez toi, c'est ça? C'est ça. 3 en tout quand tu comptes la série S. Non mais ça sera pas les siennes, donc il y en a une qui va rendre, il va la rendre, et puis comme ça il est tranquille, il a plus que la sienne. Mais t'as commandé laquelle du coup, Cassim? La grosse? Ouais, la série X. Ouais. Parce que moi ce pari sur j'avais déjà j'avais la Xbox One de base que j'ai trouvé très frustrante sur toute la fin de la génération en termes de lenteur, etc. Et du coup j'ai pas eu envie de risquer ça avec la série S, donc j'ai pris la X. Mais c'est et toi Guillaume, tu projettes quoi? Moi je l'ai un petit peu dit, mais je sais pas. Parce qu'au niveau puissance, la S me suffit, mais le côté multimédia me manquerait. J'ai besoin et envie d'avoir un lecteur optique pour lire mes DVD, mes Blu-ray. Donc voilà, je suis très partagé. Faut se faire plaisir. Moi, le plus gros défaut de la nouvelle, je l'ai pas dit encore, hein, mais vous allez rigoler, hein, c'est qu'il n'y a pas la prise HDMI télé derrière. C'est vrai. Tu nous l'avais dit sur le Slack, ouais. Ah ouais, non, mais ça c'est vraiment... Parce que surtout que maintenant, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus Kinect non plus, donc on ne pouvait plus le contrôler à la voix, mais maintenant le Google Home, il peut le contrôler à nouveau à la voix. Donc on peut allumer la télé avec Google Home par l'intermédiaire de la Xbox, et qui sera plus possible avec l'ancienne génération. Ça me gonfle. Avec la nouvelle, tu veux dire? Avec la nouvelle génération. À chaque fois, il y a un progrès, il l'enlève. Alors c'est jamais... La première fois, c'est Microsoft qui a enlevé Kinect. Maintenant, ils avaient rattrapé le coup avec Google Home, et maintenant, ils enlèvent la prise télé, donc il va falloir foutre sur un HDMI différent. Enfin bon, c'est mes petits problèmes à moi, mais ça m'énerve. Ouais, t'as une télé trop vieille, sinon? Comment ça? Ben, je sais pas, je te pose la question si t'es embêté, parce que t'as quoi de branché sur ta télé, à part la console? Le stick Amazon, et puis le Chromecast. Ah oui, t'en as 3, d'accord. Ok. Non mais c'est même pas une histoire de libérer une prise HDMI, c'est une histoire que c'est plus pratique. Moi quand j'allume la console, elle est configurée pour mettre la télé d'office, puis après quand j'appuie sur le gros bouton, je peux aller dans mes menus. C'est hyper pratique quoi, pourquoi ils ont pas gardé ça quoi? Enfin, moi, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression d'être un peu le seul à regretter cette fonction là, je sais pas pourquoi mais... Ah, je t'avoue, je l'utilise pas. Ah ouais? Vous avez jamais branché votre télé derrière votre Xbox? Ben non. J'ai ma Xbox branchée derrière ma télé. Donc tu vas sur le bouton source de ta télé tout le temps pour zapper la source. Oh, c'est pénible ça. Oui, parce qu'en plus je n'utilise... Alors si j'utilise Netflix en natif sur la télé ou la console. J'utilise pas la télé en fait. Ah oui. Ouais. Bon bah écoute, ça sera pas très grave, mais c'est un petit truc en moins quoi. Ouais. Bon, il y aura peut-être moyen de bidouiller quelque chose après. Bah je sais pas, il y en a qui mettaient même apparemment leur PlayStation sur l'HDMI de derrière la Xbox. Oui, sur l'entrée vidéo. Ouais, voilà. Oui, c'était logique. Bon, bref. Mais bon, allez. On fera un autre épisode bidouille à l'occasion quand on aura les mains dans le cambouis de la nouvelle génération. Ouais. Bon, allez, donc portez-vous bien d'ici là. Vous pouvez nous retrouver sur le site lifetile.fr. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube youtube.lifetile.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter Lifetile Podcast. Et puis, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, Cassim, merci beaucoup. David, merci également. On se revoit dans une semaine ou 2 semaines. Suivez-nous sur les réseaux. À très bientôt. Ciao, ciao.